Bonjour à vous les copains, aujourd'hui nouvelle vidéo achat-revente, voiture déjà vue sur la chaîne. Ça va être un défi sympa à relever parce que je l'ai payé un petit peu cher, je vous en dis tout de suite un peu plus. Alors aujourd'hui on a affaire à une Peugeot 206 de 2007, phase 2, 1,4 litre essence avec 149 000 km. La voiture, je l'ai payée 500 €. C'est un peu cher, mais tout va se jouer sur les papiers. Je vous explique un peu après pourquoi. Donc voiture que je connais, moteur que je connais. Globalement, de ce que je sais, elle a l'embrayage qui est complètement foutu. J'ai essayé un peu sur la route, tu mets la première, tu mets les gaz, ça monte au rupteur et elle avance pas. De ce que je sais aussi, au moment où je l'ai vue, elle a une grosse fuite d'huile niveau moteur, mais je ne sais pas d'où ça vient. L'intérieur est plutôt propre, un bon coup d'aspirateur fera le nécessaire. C'est surtout niveau esthétique que c'est pas top, voilà. On a déjà deux pneus neufs derrière, donc il faudra en prévoir deux devant. Mais après niveau carrosserie, voilà, les peintures noires de chez PSA n'ont jamais bien tenu. Elle a complètement terni. Donc à 500 €, à savoir que c'est des voitures qui ne se vendent pas très cher, même si elle a 149 000 km, va falloir faire ça très intelligemment. Donc on va voir ça ensemble, on va se mettre devant un tableau et je vais vous expliquer comment on va procéder pour tirer un max de bénéfices de cette voiture. Bon, l'idée c'est tout de suite de calculer à peu près à quel bénéfice je pourrais m'en tirer. Donc on va essayer de précalculer tout ce que va coûter la voiture et à peu près combien je pourrais la revendre. Alors, tout ce qui est prix d'achat des pièces, on va les calculer à la hausse pour pas avoir de mauvaises surprises. Et le prix de revente, on va le voir à la baisse, pareil, pour, on va dire, avoir le bénéfice minimum que je pourrais faire. Et le but va être de faire mieux que ce que je vais calculer sur ce tableau. Donc, déjà, on a le prix de la voiture, 500 €. La carte grise, environ 130 €. On a le contrôle technique aussi dessus qui va sortir. Le contrôle technique, c'est environ 80 € je crois maintenant. Voiture et administratif, 710 €. Le prix de vente. Je vais retourner sur le bon coin, voir à peu près ce que je trouve. Alors, Peugeot 206 Xbox, c'est exactement ce que j'ai. 160 000 km, année 2007. Putain, 3 450 €, mais c'est pas possible. Ça se vend cher. On sait que ça se vendait 2000 balles max. Ah, attends, c'est la première. 3 450, 3 890, 3 890. Mais ça vaut cher. 5 500, mais c'est pas possible. Ça se vend pas à ce prix-là. 1006, voyons voir. Ça me parle plus. Ah, fuite d'huile. Vendu sans contrôle technique. Voilà, bon, en fait, toutes celles qui sont en dessous de 2000 nous ont des problèmes, et sinon, on est plutôt vers les 3000 €. On va pas se faire d'illusions. Je vais mettre un prix de vente à 2300. Je vous dis que je l'ai payé un petit peu cher, mais ça a ses raisons. Pourquoi? J'ai les documents de la voiture, et en fait, j'ai tout le suivi d'entretien Peugeot depuis sa sortie d'usine. Et j'ai tous les cachets Peugeot, donc ça, c'est rare de trouver ça sur une Peugeot 206. Mais c'est un énorme argument de vente. En gros, je change l'embrayage et je trouve cette fuite d'huile et c'est résolu. Et je remets deux pneus neufs. On sait très bien qu'il y aura des surprises. Alors, déjà, on va aller sur Oscaro pour trouver le prix d'un embrayage. Forcément, il y aura l'huile de boîte. Forcément, joint SPI. On a une fuite d'huile. Ça peut être pas grand-chose, comme ça peut être très grave. Ça peut être une pauvre petite fuite d'huile. Comme ça peut être un joint de culasse qui pisse et que ça pisse de l'huile par là. Je vais me fixer une marge de mécanique pour la fuite d'huile de 100 €. Il y a un petit problème derrière, comme je vous parlais des amortisseurs. Je ne me suis pas penché en dessous, je l'ai juste essayé et c'est visuel. J'ai l'impression que même à l'arrêt, elle est tassée du donc on va partir sur deux amortisseurs arrière. Donc je vais forcément faire filtre à huile et une vidange. On va mettre le filtre à air, on n'est plus à ça près. Il y a deux pneus à prévoir. Le montage des pneus. Ensuite, pour ce qui est de l'esthétique, alors honnêtement, vous l'avez vu, le but c'est de faire la marge la plus haute possible, donc il ne faut pas trop dépenser non plus, c'est pas le but, donc je ne vais pas lui faire une peinture neuve. On va se donner carrosserie 200 € de budget. Les roues sont pas très belles, mais j'ai pas l'intention de mettre des jantes alu dessus, ça boufferait le bénéfice. On va partir sur 4 enjoliveurs. Tout ça, c'est ce qu'il y a d'office à faire sans avoir vu. C'est des potentielles surprises qu'il peut avoir sous la voiture. Donc je vais aller sur Oscaro et je vais récupérer les prix de tout ça. Les jeux sont faits, si je puis dire. Alors,
toutes les pièces qu'on a vues tout à l'heure, j'ai mis les prix Oscaro, bien sûr. Ça nous fait un total de 777,90 € pour la totalité des pièces. On arrive sur une voiture qui va me revenir entre voiture et pièces à 1487,90 €. Soit, si on déduit le prix de vente potentiel, hein, bien sûr, hein, tout ça est fictif. Hein. Oui, je sors ma calculatrice. Je vous en prie. Un bénéfice de 812,10 €. Donc on va se retenir, en gros, l'objectif, c'est un bénéfice à 800 €. Ça, c'est si tout se passe bien. Donc c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Est-ce qu'il y a moyen d'atteindre 800 € sur, en gros, une analyse faite en 5 minutes sur la voiture? Maintenant, ça c'est tout ce que j'ai vu ou que je sais que m'a dit l'ancien propriétaire. Est-ce qu'il va y avoir des surprises? Certainement. Donc ça va faire certainement baisser ce prix. Maintenant, à moi de faire en sorte de faire diminuer les coûts des pièces ou de trouver des astuces, par exemple pour la carrosserie, et ne pas avoir à sortir 200 €. Parce que là, en fait, le moindre centime est important sur une voiture comme ça. Vous savez que c'est des voitures petit budget, je vous le rappelle. Donc, moi, je vais commencer tout simplement déjà par trouver la fuite d'huile. J'arrive pas à localiser la fuite, tout simplement parce qu'en fait, vu que le niveau d'huile est déjà au minimum, en fait, il n'y a presque plus d'huile dans le moteur. Donc forcément, ça ne peut pas fuir. Il faudrait que je remette de l'huile, mais ça serait gâché. Mais bon, on voit déjà 2-3 trucs. Le bouchon là, hein, c'est pas de base, hein, tu vois bien. Donc il faudra que je retrouve un petit bouchon d'huile. Et en plus, ça fait que le carter, le cache-culbuteur, il est plein d'huile. Et en fait, on peut voir au niveau du filtre là, ça à partir de là que ça commence à être gras en fait. Mais comme je vous dis, vu qu'il n'y a pas assez d'huile, ça pisse pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à démonter la boîte pour avoir accès à l'embrayage, et forcément je vais faire de la place et je pourrais mieux observer d'où ça peut venir cette fuite, et en espérant que je trouve pendant le démontage de la boîte de vitesse quoi. C'est bon, la voiture elle est démontée, c'est une très bonne chose, regardez. Voilà, il y a un gros trou, il n'y a plus de boîte de vitesse. Alors, il y a des bonnes nouvelles, je pense avoir trouvé la fuite d'huile. Ah oui, puis vous l'aurez remarqué, la neige s'est invitée entre temps. Je pense avoir localisé la fuite d'huile et le problème de la voiture qui s'affaisse quand on freine. On va commencer par le problème d'assiette. Alors effectivement, les amortisseurs arrière sont plus ou moins... je pense qu'ils ont fait leur temps. Hein, voilà. Sinon, le démontage en soi, il s'est bien passé. Il n'y a pas eu de problème. En ce qui concerne la fuite. Alors, j'ai commencé pour démonter la boîte de vitesse à vidanger l'huile de boîte. Et franchement, l'huile de boîte, elle était nickel. Il y avait la quantité, elle était de bonne qualité. Donc, c'était bien une fuite d'huile moteur. Ça, maintenant, c'était sûr à 100%. Mais d'où ça venait? Et là, il s'est passé un truc improbable, en vrai. Et du coup, quand c'est arrivé, j'ai tout de suite pris la caméra. Et voici le rush. Désolé pour la qualité, il faisait nuit, GoPro de nuit, c'est pas top. Je suis à peine en train de décaler la boîte de vitesse que je me prends une douche d'huile sur moi. Et en fait, ça coule entre le moteur et la boîte, mais ça coule bien. Regardez comme ça fuit de ouf. Là, bon, ça a fini de couler. Je sais pas si on se rend compte, regardez par terre la tache d'huile que ça vient de me faire. Ça n'arrête pas de couler. Et dès que je décale, en fait, ça me pisse de l'huile dessus. Donc, je sais pas ce que je vais prendre sur la gueule incessamment sous peu, mais je vais la prendre. Je reste pas en dessous parce qu'il n'y a plus une vis qui tient la boîte. Voilà, vous avez vu le truc à chaud. Et maintenant, je vais vous montrer donc la boîte de vitesse. Elle est là, Sparco. Donc, vous pouvez voir qu'elle est complètement trempée, donc ce qui n'est pas normal. Et c'est pas de l'huile de boîte, c'est bien de l'huile moteur. Les biellettes de tringlerie, elles sont bonnes à changer. Voilà, elles ont fait leur temps. Et ben du coup, vu que c'était plein d'huile de boîte, en fait, c'était derrière le volant moteur que ça se passait. Vous allez comprendre tout de suite. Donc j'ai pensé moi au joint speed vilebrequin, et en fait pas du tout. Regardez donc. Hop. Ici, vous avez le joint speed vilebrequin. J'ai pensé à ça. Le volant moteur vient juste ici. Et en fait, si vous regardez juste ici, il y a une vis, une énorme bétaire. Et regardez, elle se dévisse à la main. Regardez ça. Voilà. Et en fait, là, c'est un circuit d'huile qui passe juste derrière. Alors, je suis passé, j'ai été demandé à Peugeot, j'ai été dans une concession Peugeot pour demander ce que c'était. Ils m'ont dit qu'en fait, c'était un trou d'usinage, voilà, qui servait quand ils usinaient les culasses, les blocs moteurs, et qui rebouchait donc soit avec des pastilles de sablage, ça s'appelle, ou soit avec des grosses vis comme ça. Et il m'a dit que c'était pas rare que quand il faisait des embrayages sur ce genre de Peugeot 308 aussi, il m'a dit qu'il les resserrait un coup, elles se desserraient souvent. Donc je savais pas, c'est la première fois que ça m'arrive. Vous avez bien compris que si je la desserre à la main, je pense que si la voiture avait roulé encore quelques temps,
eh ben le bouchon serait tombé, le moteur se serait vidé de son huile et il aurait tout simplement cassé. Donc forcément, si ça a pissé l'huile comme ça, ben l'embrayage est complètement rôti, hein. Il y a plein de pâtes dessus, vous voyez, à peine je le touche, regardez mon doigt. Donc ben, en fait, ce qui a détruit l'embrayage, c'est cette fuite d'huile. Donc bon côté des choses, c'est que moi j'avais prévu un budget de 100 € pour réparer la fuite d'huile, et au final ça va me coûter juste un petit coup de serrage de cliquet. Donc ça c'est une bonne nouvelle. J'ai quand même prévu de lui changer le joint SPI. On va dire, vu que j'avais un doute, je l'ai commandé. Et puis il y avait les disques de frein aussi qui n'étaient pas prévus, qui sont bien usés là. On voit, il y a une, je sais pas si ça se voit, voilà, on la voit un petit peu à la caméra. Ils sont pas morts, mais bon, pour le prix que ça coûte, j'ai dit je les change quand même. Donc là j'ai déjà passé la commande, tout ce qui est tarif, tout ça, on verra plus tard en fin de vidéo. Moi ce qui m'intéresse de voir, c'est combien il reste de quantité d'huile dans le moteur. Donc là je vais le vidanger pour voir ce qui reste en huile et voir si on était proche de la casse ou non. Ok. Bon déjà c'est rassurant, il y en a un petit peu. Je fais une vidange et puis qu'il y a 4 litres, 4 litres 5, il est quasiment à ras la gueule. Là il y a un quart quoi. Du coup il devait rester 1 litre, 1 litre 5 peut-être en étant optimiste. Eh ben au moins, voilà, fuite d'huile réparée. Hein, ça coule. Ok. On va pouvoir mettre le tout neuf. Taper gentiment au maillet. Où est ton chibre? Bon, je vais bien l'aplatir partout. Enfin voilà, vous avez compris l'idée pour remettre le joint de vilebrequin. En tout cas, moi je finis de mettre ça proprement. Je mets le volant moteur que j'ai nettoyé, l'embrayage neuf, la boîte des vitesses, je remonte toute la mécanique. Et ensuite on se retrouve pour la partie, on va dire, esthétique et carrosserie, pour essayer de lui faire un peu une beauté, et ben avant de la mettre en vente, quoi, tout simplement. La mécanique elle est terminée. On va pouvoir passer maintenant du coup sur la carrosserie. Avant de m'attaquer à la carrosserie, je vais déjà faire un test sur le capot. Donc je vais tirer un scotch, passer un coup de polish sur la moitié et voir si ça vaut le coup que je me tue à la tâche à faire toute la voiture ou non. Bon voilà, vous avez eu le time-lapse du polissage du capot. Maintenant, est-ce que ça fait effet? J'ai quand même l'impression que oui. Alors, c'est pas équivalent à une peinture forcément. Il y a carrément plus de vernis sur la voiture. Donc, ça vient mettre une petite couche de protection. Mais vous allez voir que voilà, la différence là. Donc là, j'ai poliché. Pas là. Là, on voit encore toute un peu cette partie non vernie. Et de toute façon, on le voit bien au reflet de ma main. Regardez l'ombre ici noire dans le capot. Et quand je passe de l'autre côté, c'est tout terne. Regardez la différence. Là, c'est choquant. Et vraiment là où c'était tout verni, voilà. Là, on voit déjà que ma main, elle est partie. Mais bon, j'ai quand même poliché. Regardez la différence à côté. On la voit même plus. On voit même plus l'ombre. Là, on la revoit. Et là, plus du tout. Donc, ça a eu un réel impact. Maintenant, je vais enlever le scotch pour le petit plaisir de voir vraiment si ça fait une différence choquante. Mais je pense que je vais juste faire toute la voiture comme ça. Là, ça, c'est choquant. Là. On voit toute la partie terne et là-bas où j'ai poliché. Donc, il y a moyen de faire quelque chose de pas trop mal. À savoir que ça m'a pris juste là 1 heure pour faire la moitié d'un capot. Donc, autant vous dire que ça va me prendre des plombes pour faire toute la voiture. Je ne compte pas tout faire. Donc, je vais faire le capot, ça c'est sûr. Donc, le pavillon, on n'en parle pas. Donc là, il y a carrément du blanc. Les dessus de porte là qui ont terni. Le haillon de coffre, en fait, vous voyez, hein, mais on ne voit plus mon reflet de main à chaque fois. Une fois que ça se sera fait, et bien en gros, on sera tout bon, hein. Elle démarre au quart, la mécanique est bonne. Il ne restera plus qu'à lui mettre ses petits trous avec des petits enjoliveurs tout neufs. Je vais peut-être me chauffer pour essayer de tirer cette petite bosse. On verra. En tout cas, on est parti pour policher toute la voiture. Oh, ça va casser. Il était neuf. La 206 est entièrement terminée. À l'heure où je vous parle, eh bien, elle a passé le contrôle technique et elle est vendue. Donc j'ai tous les résultats à vous donner. Pour le contrôle technique, je m'en suis sorti tout simplement avec la petite bosse que j'ai redressée. Il l'a notifié sur le contrôle technique et un pneu avant dégonflé. Donc juste 2 petites lignes en mineur. C'est top.
voici à quoi ressemble la 206 terminée. N'est-elle pas magnifique, cette petite 206? Alors, j'ai remis un peu d'ordre dans le tableau. Je vous explique. Pour l'instant, on s'occupe de la partie supérieure. Donc, ici, en noir, les prix des pièces, enfin, toutes les pièces que j'avais, du coup, examinées avant de commencer la voiture avec les prix en noir Oscaro. En vert, vous allez retrouver les prix dont j'ai réellement payé avec, pour la carrosserie et le filtre à huile Bull, 0 €, vous l'avez vu dans la vidéo. Et en dessous, vous allez retrouver toutes les pièces que j'ai dû rajouter, que je n'avais pas forcément prévues. Donc, on va retrouver tout simplement nettoyant frein, bouchon d'huile, les disques avant, une géométrie, parce que les pneus étaient usés de façon anormale, des biellettes de boîte de vitesse, un joint de vilebrequin, la pli pour la centralisation qui ne marchait plus, et une serrure parce que j'avais un défaut de porte avant gauche en permanence ouverte, maladie connue sur les 206. Voilà. Donc, vous allez retrouver ici les prix aussi réels des pièces en plus. En pièces avant réparation, j'étais à 177 €. Et bien après réparation, j'en ai eu pour réellement les anciennes pièces avec le surplus non prévu pour 460 €. Alors vous allez me dire, si je rajoute les 200 plus 100 € du filtre à huile, on arrive grosso modo à ça. Donc tant mieux, j'ai réussi à réduire les coûts, c'est du plus pour le bénéfice. En voiture, carte grise, contrôle technique, on était à 710 €. Je me retrouve à 710 € aussi. Donc ça faisait un total avant travaux, avant de commencer la voiture, j'avais calculé 1487 €. Je suis à 1171 € après travaux. Donc pareil, si vous rajoutez les 300, on n'en est pas loin. Du coup, on était parti sur un budget, un bénéfice de 800 € pour une vente à 2003. Mais, petit filou que je suis, tout le monde met sa voiture à des prix pas possibles. Qu'est-ce que je fais? Je mets la mienne aussi. 3500 € de prix de vente pour la 206, nom de Dieu. Et tu sais pas quoi? Je la mets le samedi soir, le dimanche matin. Vendue, donc elle est partie à 3500 € et elle m'a coûté 1171. Donc ça me fait un joli bénéfice de roulement de tambour 2328 € 43 centimes. Et honnêtement, là je suis satisfait parce que pour une fois, le travail fourni est payé à sa juste valeur. Donc ça motive à en faire encore d'autres, à vous faire d'autres vidéos achat-revente. Pour pas les louper, vous savez ce qu'il faut faire. On s'abonne sur YouTube. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Instagram, bande de petits filous. Et on va se quitter comme d'habitude avec notre sublime phrase de fin. Mais vu que YouTube va me striker si je dis les gros mots habituels, si vous la connaissez, n'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à remplacer le mot qui va être bipé. Et je choisirai, pourquoi pas. Alors sur ce, une soupe, une claque sur les... Et au lit. Ciao, ciao. Ah. Oh le capot. Il descend là. J'avais failli s'envoler là. J'allais faire la même qu'avec la BM quoi.